ont fait un appel, c'était au mi-temps du 19e siècle, ils étaient 60, je crois, de mémoire, qui parlaient en leur nom? Des avocats, des médecins, des journalistes, qui étaient des républicains radicaux, des républicains sociaux, et qui défendaient la cause d'une république sociale, démocratique. Mais eux-mêmes ne vivaient pas dans les quartiers populaires. Eux-mêmes n'étaient pas dans les fabriques. Eux-mêmes n'étaient pas dans les usines. Eux-mêmes, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet appel des 60? Ils ont dit, c'est très bien ce que vous faites pour nous. Et on vous en remercie. Mais on veut être représentés par nous-mêmes. On veut avoir des gens de notre expérience qui nous représentent. Et le premier parti, organisation issue de tout ça en France, s'appelait pas Parti socialiste, mais Parti ouvrier de France. Le maire de Lille, en 1885, c'était le Parti ouvrier, pour dire, voilà. Et les ouvriers n'étaient pas une minorité, mais ils étaient construits en minorité. Et d'une certaine manière, qu'est-ce que fait ce mouvement? Il dit, les questions que je pose à partir de mon expérience ouvrière, c'est les questions de l'humanité tout entière. C'est les questions qui concernent tout le monde. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ce maire de Lille, j'ai oublié son nom, excusez-moi, certains s'en souviennent sans doute, c'est lui qui commande la musique du chant à l'international. Sur le thème « Je parle à l'humanité tout entière » à partir de ces questions. Les causes communes de l'égalité. C'est aujourd'hui ce que nous devons absolument défendre et qui doit être quelque part notre boussole. Ce qui m'amène aux Gilets jaunes, évidemment. Les Gilets jaunes, c'est un événement. Qu'est-ce que c'est un événement? C'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Pop. Ça surgit, c'est inattendu, c'est imprévu, c'est inédit. Tout d'un coup, on a des gens qui étaient dans ces quartiers périphériques, travailleurs pauvres, retraités, femmes célibataires ou femmes seules, qui tout d'un coup se retrouvent sur des ronds-points. Et qui tout d'un coup, partis de la question de l'injustice fiscale, se mettent à faire de la politique, à inventer de la politique. Et à inventer de la politique, je vais y revenir, en créant un nouvel agenda. Et ils le font venus de nulle part. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas une histoire ancienne d'association, etc. Non, tout d'un coup, il y a ces gens-là. Et ces gens-là, certains avaient voté Front National pour l'extrême droite, certains étaient abstentionnistes. Bref, ils n'étaient pas dans les radars. Et ils n'étaient pas dans les radars de gens comme vous, qui se disent, nous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est là. Comme ils n'étaient pas dans le radar des syndicats, des partis politiques, ils surgissent. Face à cet inédit, moi je suis journaliste, qu'a fait Mediapart. Nous on s'est dit, on ne va pas faire comme les médias qui tout de suite, quand une réalité les dérange, ils la mettent dans un cadre. Ils ont le cadre et donc ils ont déjà la réponse. Et si ça ne rentre pas dans le cadre, ben, ils font au chausse-pied pour que ça rentre dans leur cadre. Et ça a donné sur les Gilets jaunes une version simple. C'est au départ des fascistes, c'est l'extrême droite, c'est des violents, les incidents violents du samedi, et des porte-paroles autoproclamés, alors que les Gilets jaunes sont dans une culture de l'auto-organisation qui pouvait dire, pour certains, être des olibrius ne représentant qu'eux-mêmes et dire n'importe quoi. C'est ça qu'on a vu en boucle, et dans le monde entier. Et nous, on n'a pas fait ça. On s'est dit, il faut aller sur le terrain, il faut prendre le temps. Il faut rester 2-3 jours. Il faut aller dans des régions différentes. Il faut aller écouter, il faut aller suivre. On l'a fait sur la longue durée. Quand il y a eu à Commercy la convocation d'une première assemblée des assemblées, on y était. Non seulement on y était, mais on a fait un live après, de 2-3 heures avec eux. Puis après, on a été à celle de Saint-Nazaire. Puis on a suivi la toute dernière. On l'a fait sans naïveté. On l'a fait sans rien cacher, y compris de questions qui peuvent être délicates. Par exemple, sur Commercy, et le montrait dans un de nos lives, il y avait un gilet jaune, jeune, qui est en fait assez militant, parce qu'il y avait des militants individuels. Il n'y avait pas leurs organisations.
qui était là et qui dit, voilà, au début est arrivé, il y avait dans les Gilets jaunes un skinhead. Bon, pas vraiment ma tasse de thé, genre un peu la France aux Français de souche, un petit peu. Bon, voilà, identitaire, voilà. Mais il était là. Et je vais revenir sur quel agenda il était là. Il était là, dans cette lutte des Gilets jaunes. Donc on est tombé d'accord. On a dit, on ne va pas discuter de la question des migrants. On va la mettre de côté, on va discuter de qu'est-ce qu'on fait ensemble, en commun. Dans l'idée de ce militant, ce n'est pas la mettre de côté parce qu'il pense qu'elle est secondaire. Non, il pense qu'elle est essentielle. Mais il pense, comme dans une grève dans une entreprise, que c'est dans le mouvement de la lutte que va se faire la politisation. Et que c'est comme ça que les gens vont se déplacer, vont bouger. C'est l'autre synonyme de l'émancipation. J'ai dit, il y a le mot égalité, et l'égalité, c'est le levier, le moteur de l'émancipation. Et ce sera pour l'éternité le moteur de l'émancipation. Mais l'autre mot, c'est le mot déplacement. Déplacement ne veut pas simplement dire déplacement physique, se déplacer dans la tête, bouger, changer, comprendre, connaître, découvrir, aller vers l'autre, discuter. Quand il y a une grève dans une entreprise, on ne demande pas aux gens leur certificat de baptême ou leur bulletin de vote. On dit, est-ce que tu es contre ce plan de licenciement? Tu es d'accord? Tu es pour qu'on fasse la grève contre ce plan de licenciement? Ok, on le fait. Et puis dans le mouvement de la grève, il se passe des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes? Bien sûr que l'extrême droite était là au début. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle est partie. Je parle de l'extrême droite politique, de l'extrême droite idéologique. Et elle a commencé à dire c'est un mouvement de gauchistes. Parce qu'elle, elle n'est pas pour la justice fiscale. Elle n'est pas pour une révolution démocratique. Elle n'est pas pour les causes de l'égalité. C'est quoi l'extrême droite? C'est notre ennemi de toujours, et notre ennemi de toujours qui gangrène le débat public et qui a gangréné une partie de la droite et de la gauche. Ce sont les défenseurs de l'inégalité naturelle. Là où nous défendons l'idée que nous naissons libres et égaux en droit, eux disent nous naissons inégaux. Les hommes sont supérieurs aux femmes, des civilisations sont supérieures à d'autres, des religions sont supérieures à d'autres, des origines sont supérieures à d'autres. C'est ça leur fond idéologique le plus ancien. Les identitaires, c'est ça, et ils ont différents visages dans le monde entier. Hein, ils ont des visages, et hélas, dans le monde entier, c'est d'abord dans l'humanité, les musulmans qui en font les frais. Ils ont le visage du nationalisme hindouiste du Premier ministre Morsi en Inde. Ils ont le visage du Parti communiste chinois face aux Ouïghours. Bon, il y a toujours un bouc émissaire qui sert à instiller cette idée de l'inégalité naturelle. Les poupées gigognes. On désigne un bouc émissaire parce que sur son origine, en l'occurrence, y compris sa croyance, on dit il est différent, donc moi je suis supérieur, et tant qu'ils ne viendront pas me ressembler, je devrais l'écarter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes? Quand j'ai écrit ce livre, c'était décembre-janvier. Il y a plein de prudence dans ce livre. Je faisais des hypothèses par rapport à ce que nous voyons de cette dynamique et de ce que nous sentions de cette dynamique. Et cette idée, c'était que ce mouvement est parti de l'injustice fiscale, qui n'était pas un mouvement contre les impôts, mais contre cette idée documentée que la première année de la présidence Macron a été une année où le grand nombre a payé plus d'impôts et une minorité a payé beaucoup moins d'impôts. Je rappelle que de l'été 2017 à l'été 2018, dans le livre, les revenus de l'État venus de l'impôt sur les sociétés, de hier l'impôt sur les grandes fortunes et de l'impôt sur les dividendes et d'autres, il a chuté de combien? De plus de 30%. C'est-à-dire là où l'impôt de tout le monde augmentait, ce que devaient donner comme impôt les ultra-riches baissait drastiquement. Et du coup, évidemment, l'État doit combler, et il comble comment? Par des taxes que paye tout le monde. Donc les Gilets jaunes ont posé le problème d'une justice fiscale. Et d'une justice fiscale qui permette qu'il y ait des hôpitaux. Ils ont posé le problème de la médecine de proximité,
des hôpitaux, des commissariats, des écoles, l'accès aux services publics. Dans la dynamique de politisation, c'est cela qui s'est passé. Il ne faut pas s'en tenir à quelques propos de tel ou tel porte-parole autoproclamé. Je reviendrai sur la dimension d'auto-organisation des Gilets jaunes. Il faut aller lire leurs textes. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme littérature? Dans ces textes, c'est de cela dont on parle. Les questions de l'égalité, les questions démocratiques et sociales. Il y a eu à peu près 500 000 cahiers de doléances en mairie. Il n'y en a que 5 000 où est mentionné le mot migrant ou le mot musulman. OK? Ça fait un. Vous voyez. Que fait dans son discours de politique générale le Premier ministre? Il dit, il va falloir que vraiment on relève les manches pour combattre l'islam politique et il va falloir que tous les ans on fasse un débat sur les migrants à l'Assemblée nationale. C'est pas ça qui était demandé. On parlait de quoi? De questions démocratiques, sociales. Je ne suis pas naïf. Il y a évidemment des gens dans la diversité de notre peuple quand il y a un mouvement massif comme cela. Mais il met à l'agenda ces questions-là. Il met à l'agenda ces questions-là qui sont les mêmes que celles que vous défendez depuis des décennies. Ils les mettent de leur manière, à partir de leur expérience, à partir de leur histoire, mais c'est un agenda commun. Et dans ce cas-là, il faut saisir l'occasion. Il faut d'autant plus saisir l'occasion que dans la dynamique politique de ce mouvement, ils ont affronté deux questions. Une question, et qui est quand même une première. C'est la première fois qu'on a un mouvement social qui très vite tape au cœur. La question du présidentialisme français. La question de la confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul. C'est le symbole des manifestations de la fin de l'année 2018. Aller à l'ouest de Paris, aller dans les beaux quartiers, aller à l'Élysée, reprendre la formule de Macron au moment de l'affaire Benalla, le seul responsable c'est moi, s'ils le veulent qu'ils viennent le chercher. Eh bien ils ont cherché à aller le chercher. Ils ont dit on va le chercher. Ils ont posé cette question qui mine toute la vie politique française, qui fait que les gauches sont toutes dans leur couloir, chacun pour soi. Pourquoi chacun pour soi, y compris aux européennes, alors qu'aux européennes pourraient débattre de ce qu'elles ont en commun? Pas difficile de faire un programme minimum européen qui aille d'une partie du Parti socialiste à la France insoumise, en passant par les écologistes, Génération et le Parti communiste. Ce ne serait pas compliqué quand même, et une partie du mouvement social. Mais pourquoi ils font chacun liste commune, liste séparée plutôt, chacun dans leur couloir? La présidentielle. Le poison, qui mine toute construction d'un rapport de force, qui est un piège. Pour tous ceux qui sont du côté des classes populaires, le présidentialisme est l'ennemi. Il amène à faire le jeu des dominants, le jeu de l'État, le jeu des classes dominantes au cœur de l'État. Et c'est ça qu'on a sous les yeux de manière répétitive. Ils vont enrober ça de discours, ils vont être sympathiques pendant les campagnes présidentielles, ils vont promettre une révolution démocratique profonde, ils vont faire du en même temps. Et puis, ils vont dire à la diversité de notre peuple, bienvenue. Et puis, une fois qu'ils y sont, ce n'est pas ça qu'ils font. Et ils confisquent. Et ils disent, une fois élus, pendant 5 ans, vous n'avez plus rien à dire. C'est la pédagogie qui a été faite contre ce mouvement. De dire, vous êtes insurrectionnel parce que vous posez des questions. Ben oui, c'est normal de poser des questions. Le droit de manifestation, c'est un droit permanent. Le droit de s'exprimer, c'est un droit permanent. Le droit de protester, c'est un droit permanent. La démocratie, ce n'est pas simplement le choix de représentants ou la loi de la majorité. C'est un écosystème, c'est une culture, c'est un respect des minorités, c'est un respect de la balance entre pouvoir contre pouvoir, c'est un respect du dialogue avec ceux qui font naître de nouvelles questions. Et donc, la surprise de ce mouvement, c'est qu'il a tapé au cœur de cette question. On peut discuter des modalités, référendum d'initiative citoyenne et de l'ensemble des questions. Mais qu'est-ce qu'il pose? La question de la confiscation du pouvoir, qui est une des particularités françaises. C'est ce qui nous mine, qui fait qu'on n'a pas les mêmes rebonds, qu'on se sent de génération en génération militante dans l'impuissance. Parce que ramené à quelle écurie présidentielle?
Et cette écurie présidentielle, une fois élue, fait le contraire de ce qu'elle prétend. Le Nicolas Sarkozy qui combat le chiracisme prétend être un modernisateur qui va écouter la société. Le Hollande qui combat le sarkozysme prétend combattre la déchéance de nationalité, celle-là même qu'il va défendre après, et en mettant Valls au pouvoir. Le Macron qui arrive, il dit « je suis l'inverse de Valls et de Hollande ». Et en même temps, que fait-il ? Il fait ce que je viens de dire, y compris sur les migrants et la honte de la non-solidarité avec les réfugiés. Donc, vous voyez bien que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'une fois élus, nous n'avons plus prise. Et donc, ils ont posé cette question. C'est un événement sans précédent. Ils ont fait plus sur cette question qu'aucune force politique n'avait réussi à faire depuis des années. J'en viens au deuxième aspect, dont vous avez discuté tout à l'heure avec des gens non seulement très compétents, mais que Mediapart a accompagné, Arié Halimi de la Ligue des droits de l'homme et évidemment David Dufresne, dont nous avons avec lui médiatisé dès janvier sur la base de données Allo Place Beauvau, le signalement sur les violences policières. Il s'est passé un événement sans précédent qui aurait mérité la mobilisation de tout le monde. Jamais un mouvement social n'a subi sur une si longue durée une répression de violences policières illégitimes d'une telle ampleur. Jamais, jamais. Les mains arrachées, les œils éborgnés, les mâchoires fracturées, et cela continue. Regardez les événements de Nantes, regardez ce qu'on a révélé évidemment sur la dame d'attaque Geneviève Leguet, les événements de Nantes sur la fête de la musique. Hier, les jeunes militants écologistes qui se font gazer par canicule alors qu'ils font simplement un blocage de voitures pacifiques. Les chiens sont lâchés parce qu'il n'y a eu aucune condamnation, aucun regret. Au contraire. Et qu'est-ce qui se passe là? Les causes communes aussi. Nous l'avons raconté dans un live de Mediapart. Puisque ces violences illégitimes ont été condamnées par tous les défenseurs des droits humains. Aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, au Parlement européen, le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Mais quelle est la découverte? C'est que ce peuple inédit, que vous ne voyez pas dans vos luttes, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il était logé à même enseigne que vous. Le gilet jaune qui avait peut-être des préjugés, qui peut-être parlait dans des conversations à la racaille des banlieues, c'est pas mon truc, qui en 2005 était révolté, c'est ces jeunes qui se révoltaient à juste titre après ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois. Tout d'un coup, ils découvrent quoi? Le LBD et les brigades anticriminalité, qui ne sont pas des unités de maintien de l'ordre, qui font le saut de dessus dans les quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, il n'y a pas toujours des vidéos, et puis il n'y a pas toujours la même médiatisation, et donc ça passe à l'as. Et puis par ailleurs, on peut être coursé par les flics et brutalisé alors qu'on fait un petit trafic, donc on ne va pas crier à l'injustice forcément. Alors que c'est une injustice. Là, on ne tape pas un manifestant à terre, on n'envoie pas des LBD en pleine figure, etc. C'est une arme létale, c'est une arme qui fait des dégâts irréversibles. Un Fouquet, ça se reconstruit, même si c'est malheureux, et même s'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de violence. En revanche, un œil perdu, une main arrachée, une mâchoire fracturée, quand on est primo-manifestant, qu'on n'a jamais rien fait d'autre de sa vie comme protestation, et qu'on n'a rien fait d'illégal. Et donc, tout d'un coup, il y a eu la découverte de dire, mais on a le même sort. On a le même sort que ces classes des quartiers populaires. On a le même sort qu'eux. Ils nous tapent de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est le même peuple. Qu'est-ce qui tape? Le peuple sous des différents visages. Le peuple, il est le peuple des quartiers périphériques, il est le peuple des quartiers populaires. Et tout d'un coup, un même peuple qui ne pensait pas pareil, qui n'avait pas la même histoire et tout, se retrouve traité de la même manière. Eh bien, c'est un levier de prise de conscience, ça. Et je pourrais même continuer. Et c'est... Vous savez, des événements comme ça vous apprennent des choses. Toujours, c'est ça, aller vers l'autre. Il se trouve qu'à Mediapart, je suis pas mal moqué, je ne m'y connais pas bien en sport. Eh bien, j'ai découvert l'Assemblée des blessés. Et j'ai découvert tout ce mouvement
qui s'est fait autour de la répression des supporters de foot et de la loi de 2010, qui est une loi Minority Report, ce film et ce roman de science-fiction, qui dit « Je ne vais pas te condamner et t'arrêter parce que tu as commis quelque chose. Je vais t'arrêter et te condamner parce que je sais que tu vas commettre quelque chose. Tu ne l'as pas commis encore, mais moi, la police et la justice, je sais que tu vas le commettre. » Eh bien, ça a été voté à propos de ce qu'on appelle les ultras, à propos de ceux qui viennent supporter leur équipe et qui ne sont pas forcément des violents, qui font « Allez, ouais, vous savez, je sais pas, faites avec le club que vous supportez. » Bon. Et du coup, on a voté une loi sous Sarkozy en vue de. Le délit, c'est en vue de. Donc, on va vous fouiller avant une manifestation, et ça arrivera à d'autres demain, y compris à ceux qui se sont dit les gilets jaunes, c'est pas moi, comme d'autres se disaient les quartiers populaires, c'est pas moi, comme d'autres se disaient les syndicalistes, c'est pas moi. Attention, hein. Et voilà, et on oublie. Et donc, on fouille ton sac et on voit un petit masque. Et puis on voit un petit masque pour éviter les lacrymos. Et puis on voit un petit peu de liquide pour les yeux et tout. Dit, c'est donc que vous vous préparez à une manifestation violente. Et donc, hop, je vous embarque. Et comparution immédiate. Et peine de prison. C'est arrivé. 1800 personnes ont été arrêtées chaque semaine. 1800 personnes, c'est la statistique officielle jusqu'en mars. Et il y a eu plus de 2000 condamnations à de la prison. Jamais un mouvement social n'a vécu cela. Et il n'est pas normal que l'ensemble de ceux qui luttent pour des causes et qui savent ce que c'est ces questions ne se soient pas dit « on fait tous une marche blanche », non pas à la place, non pas, je veux dire, encore, simplement à côté des Gilets jaunes un samedi. Parce que ça nous concerne tous. Ce qu'on leur fait à eux, on pourra le faire à d'autres. Ce que j'ai toujours dit, si tu te plains de la discrimination, de la violence, de l'injustice dont tu es victime, à raison de ce que tu es, ça veut dire que tu dois être solidaire de celles que l'on fait à d'autres qui ne sont pas comme toi. Et c'est ça les causes communes aussi. Et donc, cette question de la violence est essentielle. Il n'y a pas qu'une violence, il y a la violence symbolique, voire très concrète de la domination. Il y a la violence de la révolte, quand la domination est insupportable, ça pète. Quand on n'a plus de droits fondamentaux, ça pète. Et puis il y a la violence entre les deux de ceux qui défendent l'ordre dominant. Et soit on leur rappelle qu'ils ne sont pas au service aveugle de l'État, ils sont au service de ce qu'on appelle l'État de droit. Or, l'État de droit, ce n'est pas les droits absolus de l'État. C'est au contraire le droit opposable à l'abus de pouvoir de l'État. C'est ça un État de droit. C'est que l'individu a des droits qu'il peut opposer à l'abus de pouvoir de l'État. Et c'est tout cela qui a été violé là. C'est tout cela qui a été piétiné et qui continue à l'être. Encore une fois, des jeunes qui font de la musique avec du bruit, la fête de la musique sur les quais de la Loire à Nantes, on ne vient pas avec des gaz lacrymaux et des grenades explosives. Au bord d'une rivière, ils sont 14 à être tombés à l'eau. Et la mairie n'aurait pas prévu des pompiers. Ce n'est pas un seul disparu. Et Madame Leguet, vous avez vu ce qu'a montré l'histoire, parce qu'il faut documenter cette histoire de la militante d'attaque à Nice, hein, où on découvre une justice totalement policiarisée, imbriquée à la police, des conflits d'intérêts, l'étouffement des affaires. Et on découvre, c'est ça aussi les causes communes. Il faut que nous ayons dans l'État, chez les fonctionnaires, chez les hauts fonctionnaires, chez les policiers, chez les gendarmes, dans les services des préfectures et des sous-préfectures, des défenseurs de la République, des gardiens de la République contre la folie des politiques. Vous avez vu notre dernière révélation sur Nice. Le capitaine d'un escadron de gendarmerie a invoqué le devoir de désobéir. Et il est soutenu dans l'article de Mediapart par un général de gendarmerie qui dit « Quand l'ordre est manifestement illégal, on a le devoir de désobéir ». Et on a le devoir de désobéir en quel sens? Au sens que c'est un ordre illégal de faire une charge sur une foule pacifique.
Et c'est un spécialiste du maintien de l'ordre qui le dit. Donc, je dis ça pour dire qu'il y a aussi des leviers. Nous ne sommes pas seuls là. Beaucoup de gens comprennent ce qui se passe. Et que ce mouvement social a permis de poser ces questions. Et quelle que soit la diversité, la complexité, la confusion de ce mouvement social, il est du côté de cette dynamique-là. Et il est y compris sur la question des discriminations. Dans le premier texte de l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes, 70 délégations, il parle des revendications sociales. Et il demande que les droits sociaux qu'ils défendent, que je ne vais pas réénumérer ici, valent pour toute personne résidant en France, quelle que soit son origine. Ils ne font pas de tri. Tu es arrivé, tu es migrant, etc. Tu as les mêmes droits. Ils l'ont écrit, aucun parti politique ne le formule comme ça aujourd'hui. Aucun. C'est dans leur texte de l'Assemblée de Commercy. J'ai cité un deuxième exemple. À Caen, forte mobilisation des Gilets jaunes. Vieille tradition, frière, etc. Ils ont un problème pour leur assemblée juste avant les fêtes de fin d'année. Ils n'ont pas de local. Les municipalités ne leur en donnent pas, les syndicats ne leur en donnent pas, les organisations ne leur en donnent pas. Finalement, ils en trouvent un. C'est un squat. Et c'est un squat de qui? Des migrants. C'est les migrants qui les ont accueillis. Et évidemment, ils commencent leur assemblée en remerciant les migrants. Évidemment, parmi les Gilets jaunes, on était encore en décembre, il y avait quelques identitaires qui, quand il y a l'hommage aux migrants, mais les autres ont dit, taisez-vous, c'est eux qui nous accueillent. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le déplacement, penser contre soi-même, bouger, sortir de son préjugé. L'humanité n'est pas assignée à résidence. Il peut y avoir quelqu'un qui a été prisonnier de tout ça, qui bouge dans le combat. Il se dit, mais la personne qui est à côté de moi et qui est le plus allant sur la lutte, c'est un combattant depuis toujours des quartiers populaires, c'est un combattant du racisme, et il est, de mon côté, il est gilet jaune depuis 30 ans. Donc je dois changer mon logiciel, là. C'est pas Marion Maréchal Le Pen qui est à mes côtés. Je dois bouger dans ma tête. Elle va au MEDEF, ils ont annulé, mais c'est là plutôt qu'elle va, Marion Maréchal Le Pen. Oui, ils ont annulé. Donc, je termine en venant à deux questions supplémentaires. J'ai toujours pensé que on ne défend nos droits qu'en actualisant du passé, le présent du passé. Nous sommes des héritiers d'une longue lutte, toujours. C'est le sens du titre de mon livre. On est des héritiers de plein de vaincus. Il y a toujours des vaincus. Mais ces vaincus sont pour moi des vaincus victorieux, parce que c'est leur flambeau. Si on prenons la question des indépendances, du combat contre le colonialisme. Le colonialisme a réprimé beaucoup de révoltes, a torturé, a emprisonné, a tué beaucoup de défenseurs des droits des peuples. Puis au final, c'est ces défenseurs-là qui ont gagné, même s'ils n'étaient plus là. Parce que d'autres ont pris ce flambeau. C'est ça les vaincus, victorieux. Le victorieux du moment qui gagne le pouvoir, il est le perdant aussi. Parce que l'humanité défendra toujours ses droits d'égalité. Vous savez, la scène, elle est virale, c'est une petite vidéo du film Spartacus de Kirk Douglas. Vous savez, au tout début de la révolte des esclaves, qui sont des gladiateurs, et les légionnaires les cernent, et disent, si vous nous dites qui est Spartacus, vous serez affranchis. Si vous ne nous donnez pas, vous serez tous massacrés, tués et tout. Et là, Kirk Douglas, qui est Spartacus, se dit, je ne vais pas sacrifier tous mes camarades. Donc il s'apprête à se lever. Et là, il y a Tony Curtis, qui joue un autre gladiateur, qui se lève allant de lui et qui dit « I am Spartacus ». C'est en anglais, la VO. I am Spartacus. Et donc, on voit la fraternité. C'est-à-dire, tous les autres disent « Je suis Spartacus ». Et c'est ça, les luttes communes, les causes communes de l'égalité. C'est un moment, on dit, voilà, comme tu as dit au début, je suis, ou comme vous avez dit, on se tutoie, ou se vous voit, je ne sais plus, mais le tutoiement de la fraternité. Quand je suis face à des gilets jaunes, ils disent « On se tutoie ».
Sur les ronds-points, on se tutoie. Bon. Donc, voilà, c'est ça qui est cette dynamique. Alors, qu'est-ce que je dis sur ce passé? C'est intéressant. Par exemple, ça n'a pas été raconté, le mode d'action originel des Gilets jaunes, les ronds-points. Il y a un mouvement social qu'il avait utilisé fin 2008 et qui s'est étendu à d'autres territoires après. Et c'était sur la question des carburants. C'est le mouvement social guyanais. À la Guyane, ils ont occupé les ronds-points. Et après, ça a donné le mouvement contre la profitation en Guadeloupe et en Martinique de 2009, qui était exactement sur l'idée de la captation de la richesse, de l'injustice, de l'inégalité, dans un contexte évidemment colonial. Mais on peut aller plus loin. Pour moi, ce qui m'a rafraîchi dans ce mouvement, c'est la façon, alors c'est compliqué après, parce qu'on n'a pas les médiations politiques évidentes, dont il renouait avec la longue durée des émancipations. C'est-à-dire, en clair, peut-être qu'il fermait le XXe siècle, les déceptions du XXe siècle, les partis politiques, les avant-gardes propriétaires, les experts qui savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Les Gilets jaunes,